Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sandra Romero-Perper, je suis manager au sein du support AWS. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée par Serge Mascarel, qui est DSI adjoint de Veolia Water Technology. Et nous allons vous présenter des éléments de facteurs de succès pour accompagner vos équipes vers le cloud. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà assisté à d'autres tracks du parcours décideur business ? En fait, cette session, c'est la 3e et qui se focalise sur le volet plutôt équipe. Le business change avec le cloud. Il y a des startups qui ont transformé des business models entiers, Pinterest, Tinder, Airbnb, pour ne pas en citer d'autres. Les attentes des clients changent aujourd'hui. Les clients, ils veulent être sociaux, locaux, mobiles. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, grâce au cloud, sont accessibles pour zéro risque. Vous avez aujourd'hui des briques de machine learning, comme vous a présenté Werner ce matin, ou d'Internet des objets, qui sont vraiment disponibles sur étagère. Donc, en gros, le cloud supprime toutes les contraintes que vous pourriez trouver dans un business traditionnel. Le temps. Vous n'avez plus besoin d'un délai parfois long et incompressible pour mettre en place des data centers, votre infrastructure physique. La performance, vous pouvez construire une infrastructure avec une performance opérationnelle sans égale, notamment avec l'architecture que nous proposons sous forme de région, avec minimum 3 data centers dedans, ce qui vous permet d'avoir 3 zones de disponibilité et qui vous permettent d'avoir une infrastructure très très fiable. La problématique des ressources. Dans un business traditionnel, vous aviez souvent 80% de vos ressources occupées à gérer l'infrastructure et 20% à la conception et au développement des usages et du business. Ça s'inverse complètement avec le cloud. Vous êtes dans un rapport de 20 à 80 sur la gestion de l'infra versus le business. Les coûts. Donc, non seulement le cloud est un modèle pay as you go, donc vous payez que ce que vous consommez, et en plus, avec les économies d'échelle que nous réalisons, nous vous faisons bénéficier directement de ces économies par des baisses de prix faciaux. Nous avons, depuis 2006, baissé 66 fois nos prix pour l'ensemble de nos clients. La volet sécurité, Werner le disait ce matin, c'était sa conclusion. La sécurité, c'est notre priorité numéro 1, voire 0 si on veut vraiment l'élever au plus haut. La conformité aussi. L'année dernière, au Summit, à peu près à la même époque, j'intervenais avec Smatis, une mutuelle française qui a transformé son business model, mais aussi permis d'être compatible, compliant avec la norme Solvabilité 2 grâce au cloud d'AWS. Les compétences finalement, parce que vous n'avez plus besoin d'embaucher des data scientists sur une technologie très particulière ou des développeurs dans un langage un peu spécifique, puisque vous avez toutes ces solutions sur étagère. Donc voilà, le cloud, c'est un nouveau modèle d'agilité et d'innovation, de faire des économies et de réduire son risque. Tout ça, ça peut paraître beaucoup, mais nous sommes là pour vous accompagner et pour trouver votre propre rythme pour adopter le cloud. La migration vers le cloud, que ce soit partielle ou plus globale, et on va y revenir plus tard, se fait vraiment sur un parcours que nous vous aidons à construire en fonction de votre entreprise. C'est un parcours, donc, ce que je vous disais. Il faut bien connaître votre état de départ. Nos clients, quand ils commencent à réfléchir à l'adoption du cloud, ils partent de leur état actuel, de leurs contraintes actuelles. Ils construisent un état désiré, une vision du futur. Et chaque parcours que nous construisons avec eux est vraiment fait sur mesure pour arriver à tirer l'ensemble des bénéfices du cloud, comme ça a pu vous être présenté tout au long de cette journée. Quand on parle de changement pour adopter le cloud, il y a 3 types de changements qu'on peut envisager. Ils peuvent être phasés dans le temps, vous pouvez choisir un modèle ou un autre, ou passer de l'un à l'autre. Premier modèle, c'est vraiment d'améliorer votre infrastructure. Nos clients commencent souvent par ce qu'on appelle le lift and shift, donc ils virtualisent des applications, ils les migrent dans le cloud. Dans ces situations-là, le changement qui s'opère, c'est un changement des outils IT, essentiellement, qui impacte donc essentiellement les équipes IT. On peut avoir un deuxième stade
qu'on peut appeler transition ou refactoring, pour utiliser un terme anglophone, où là, on reconçoit les applications pour les optimiser dans le cloud. Et là, vous comprenez bien qu'on arrive dans un changement. C'est pas seulement les outils, ça commence aussi à être les compétences des équipes. Et puis, pour tirer vraiment tous les bénéfices du cloud, beaucoup de nos clients, et Serge vous en parlera tout à l'heure pour le cas de Veolia, passent dans un mode born in the cloud, complètement fait pour fonctionner dans le cloud. Et là, c'est toutes les façons de travailler de vos équipes qui vont changer. Mais le challenge dans l'adoption du cloud, c'est vraiment les équipes et les process qui changent. Là, une citation de l'Institut Forbes qui nous dit que c'est les process et les équipes. On parle souvent, nos clients nous parlent d'un facteur 70-30, 70% équipe, 30% technologie. C'est vraiment là le challenge. ProSci, qui sont des experts dans le change management, ont identifié les écueils à éviter pour réussir cette transformation cloud. Premièrement, et vraiment c'est un des grands facteurs de résistance au changement ou d'échec qui peut avoir lieu, c'est un manque de sponsorship qui serait vraiment visible et actif. Et d'ailleurs, il y a une étude de McKinsey de la même année 2016 que ProSci qui le place en 4e position sur tous les facteurs d'adoption du cloud. Donc un sponsorship fort. Il faut aussi investir et donc avoir des ressources pour gérer le changement. Je vous expliquerai plus tard quelques éléments clés pour réussir que nous avons constaté avec nos clients. Mais voilà, il faut avoir des équipes qui vous aident à faire ce changement. Il faut embarquer les équipes projets et les managers du terrain avant, en fait, d'embarquer toutes les équipes parce que tous les changements, souvent, peuvent rencontrer une résistance du terrain et on va voir comment on peut vous aider là-dedans. Donc, globalement, ce qu'on constate auprès de nos clients, c'est que ce qui marche, c'est une approche finalement assez structurée de gestion du changement en 3 étapes. La première, c'est la mobilisation des équipes et l'alignement de tout le leadership. Et là, j'y reviendrai après. Un des facteurs clés de succès, c'est l'établissement d'un Cloud Center of Excellence. Je vous expliquerai un peu après comment ça peut se mettre en place. Deuxièmement, construisez votre vision du futur et communiquez pour embarquer toute l'organisation. Chez Amazon, pour construire la vision du futur, on utilise une méthodologie qu'on appelle working backwards. On part du client, on part de ce qu'on veut offrir en termes d'expérience et on construit en reverse engineering, si vous voulez, les briques qu'il va nous falloir pour délivrer quelque chose au client. Donc cette vision du futur, elle est clé, il faut savoir où vous voulez aller. Et ensuite, pour embarquer l'organisation, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et puis le troisième volet, c'est vraiment l'investissement pour aller jusqu'au bout de la transformation. Et une des grandes briques d'investissement dont on va parler, c'est notamment la formation. Et Serge pourra vous expliquer comment Veolia a formé l'ensemble des collaborateurs. Donc je vous le disais, le Cloud Center of Excellence, ce sont des experts du cloud qui vont être les ambassadeurs du cloud dans votre organisation. Veolia ne l'a pas forcément mis en place, mais beaucoup de clients l'ont mis en place. Et il y a plusieurs modèles d'organisation que vous pouvez utiliser. Là, vous avez un exemple d'organisation du CCOE en 2 parties, une plus engineering, une plus business. Ce qui est intéressant dans cette partie business, c'est notamment une fonction de onboarding. Cette fonction d'onboarding, ça consiste à vérifier qu'on a bien communiqué aux différents futurs usagers du cloud ce qu'ils vont pouvoir faire avec le cloud et ce qu'ils vont pouvoir transformer, le business qu'ils vont pouvoir développer. Ce qui est important, c'est quand même, dans ce schéma-là, vous le voyez, une équipe pluridisciplinaire
qui va être dédié et formé et qui va accompagner votre organisation dans son voyage vers le cloud. Et les profils de ce CCOE doivent être orientés action, orientés hands-on, comme on dit en anglais. Parce que c'est important de tester et d'expérimenter pour vraiment tirer tous les bénéfices du cloud. On parlait de transformation des organisations. Il y a un modèle d'opération qui va changer avec le cloud. La traditionnelle design puis infogérance par les équipes des opérations souvent est transformée avec le modèle DevOps. Vous avez peut-être assisté à la session précédente où Renaud a témoigné. Le modèle DevOps, c'est vraiment une équipe réduite qui va travailler à la fois sur le design et sur les opérations. Leur rôle, ça va être d'automatiser au maximum le monitoring de la performance des infras pour se concentrer sur les produits, l'usage, le développement du business. Je vous disais les rôles. Là, vous avez une description un petit peu touffue d'un certain nombre de rôles qui changent ou qui apparaissent avec le cloud. Vous aurez les slides si vous voulez ensuite pouvoir lire plus tranquillement ces descriptions. Je vous parlais du modèle DevOps. C'est vraiment une fonction qui change et qui est nouvelle avec le cloud. Il y a aussi une fonction qui est le Cloud Enterprise Architect. Là, ça va être des profils qui sont vraiment orientés vertical, métier, qui connaissent le business de votre entreprise et qui vont pouvoir concevoir des architectures, mais qui sont indépendantes des solutions techniques utilisées. Donc, ils ont un rôle à la fois sur l'infra et sur l'applicatif, mais tout ça dans une vision du métier et du business de votre entreprise. Ça fait beaucoup de changements. On est vraiment là, chez AWS, pour vous accompagner et trouver les meilleures clés de réussite en fonction de votre business. Le modèle qu'on a d'engagement autour des entreprises qui sont nos clients, c'est vraiment beaucoup d'équipes avec des spécificités différentes. Un account manager va s'adresser au sponsor qui va porter le projet cloud dans votre entreprise et discuter des bénéfices business, de votre adoption dès le début et vous accompagner dans toute cette adoption. Côté technique, on aura des solution architectes qui vont concevoir votre architecture, l'optimiser pour tirer vraiment tous les bénéfices. Il y a aussi des consultants d'AWS qui s'appellent les Professional Services qui vont être mis à disposition dans vos bureaux, sur votre lieu de vie et qui vont pouvoir mettre en place des méthodologies, et j'y reviendrai après, sur une des méthodologies qu'ils mettent en place avec les équipes. Nos partenaires, bien sûr, et vous en avez de nombreux présents aujourd'hui, qui accompagnent nos clients au jour le jour dans leur transformation. Puis deux fonctions support qui sont le training, la certification, je vais revenir après sur nos offres de formation, et le support technique avec des équipes qui traitent des tickets, des cas clients, et des équipes qui accompagnent les grandes entreprises dans leur transformation, qui sont les Technical Account Managers. Donc, je vous disais, une des méthodologies qui est mise en place avec l'aide de nos consultants Professional Services, c'est le Cloud Adoption Framework. C'est une méthodologie éprouvée déjà auprès de très nombreux clients qui va vous permettre de construire votre propre parcours vers le cloud. Bon, il n'existait pas quand Veolia a commencé sa transformation, mais depuis, je vous dis, il a été beaucoup utilisé. Et c'est un workshop qui commence par une demi-journée avec le sponsor du cloud et le leadership que vous voulez embarquer dans cette transformation et qui va être l'initiateur de cette transformation. Donc il y a un travail sur 6 perspectives que je vais vous montrer juste après et vous construisez toute votre roadmap. Les 6 perspectives qui sont étudiées lors de ce workshop, c'est, comme vous le voyez là, la perspective business, la perspective plateforme, la perspective personne,
processus, sécurité et opération. Une fois que vous avez travaillé sur ces 6 perspectives pour aligner entre ces différents interlocuteurs, pour aligner la vision de là où vous voulez aller vers le cloud, vous allez planifier votre parcours avec des outils qu'on met à votre disposition et vous allez prioriser les actions que vous voulez mettre en place pour créer votre parcours d'adoption du cloud. Une matrice d'activité, une roadmap du cloud. Une fois que vous avez fait ce workshop d'une demi-journée, les équipes AWS travaillent quelques jours pour mettre en forme cette roadmap et pour vous montrer le délivrable de ce workshop, qui est donc cette matrice d'activité et ce planning que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre organisation et surtout où vous allez piloter le changement avec ces outils-là. Je vous parlais du volet personne, accompagnement des équipes. Au début du parcours, je vous disais aussi qu'il faut avoir une vision claire de là où on est et où est-ce qu'on veut aller. Là où on est, le premier constat en termes de compétences, c'est que 68% des décideurs IT constatent un gap de compétences entre leurs équipes telles qu'elles fonctionnent et telles qu'elles opèrent et ce qu'on veut et ce dont on a besoin pour aller vers le cloud. Alors, pas de secret, IDC confirme l'efficacité de la formation. Donc, une étude de 2017 nous montre que les entreprises qui sont bien formées sont plus rapides à adopter le cloud, plus à même de réaliser tout le potentiel d'innovation qu'offre le cloud, et plus à même de surmonter les problèmes opérationnels et de performance. Un autre volet que apporte la formation, c'est aussi la fidélisation de vos équipes, parce qu'en les formant, vous les valorisez et vous les reconnaissez. Et vous savez que c'est un besoin fort des équipes pour être fidèles à leur employeur. Donc l'offre de formation d'AWS, c'est déjà plus de 150 formations disponibles gratuitement sur aws.training, qui sont des parcours construits par des experts d'AWS et que vous pouvez utiliser en self-service pour vos équipes. Nous proposons aussi des formations présentielles où nous mettons à disposition des formateurs aussi accrédités pour former vos équipes sur vos lieux de travail. Et toutes ces formations peuvent donner lieu à des certifications que nous proposons et qui sont reconnues de l'industrie aujourd'hui. Une certification AWS, c'est vraiment un gage de qualité de formation. Je vous parlais de la large gamme de formations. Donc ça peut aller de vraiment la connaissance basique des usages du cloud, qui est le Cloud Practitioner, une formation assez récente qui est déjà bien utilisée, jusqu'à la formation sur SageMaker, comme on en parlait au début de Machine Learning. Et puis, les classrooms, c'est sur 3 parcours thématiques, l'architecture, le développement, les SysOps, et puis des formations sur des certifications sur 2 niveaux, associate développeur, professionnel, excusez-moi. Donc les certifications, 3 parcours et des certifications aussi sur des sujets plus pointus comme networking ou big data. Ce volet formation, ça a vraiment été un élément clé de la transformation que Veolia a mis en œuvre ces dernières années. Et je voudrais qu'on accueille Serge Mascarel maintenant pour nous présenter ce parcours que connaît Veolia. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Serge Mascarel et j'occupe la fonction de DSI adjoint au sein de Veolia Water Technologies, qui est une entité du groupe Veolia. Donc rapidement, pour vous permettre un peu de nous identifier, je vais vous présenter le groupe. Donc, Veolia est un acteur majeur du traitement d'eau, de la valorisation de déchets et de l'énergie. Le groupe a réalisé en 2017 25 milliards de chiffre d'affaires et aujourd'hui est composé de plus de 170 000 collaborateurs dans le monde.
C'est un groupe qui est organisé par zone, essentiellement par zone géographique, comme vous pouvez le voir là, sauf la dernière zone, celle qui est en bas à droite pour vous, qui est le pôle de technologie qu'on appelle le Global Enterprise et qui a la particularité d'être complètement international. Et c'est donc dans cette zone que j'officie au sein de Veolia Water Technology. Donc Veolia Water Technology a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'1,8 milliard. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes répartis un petit peu partout dans le monde. Notre chiffre d'affaires en France, d'ailleurs, est minime comparé au reste, puisqu'on fait à peine 13% de chiffre d'affaires. Et nos collaborateurs sont bien évidemment répartis partout, suivant l'implantation de nos business. Comme vous pouvez le voir ici sur cette slide, au sein de Veolia Water Technology, donc qui est la zone, qui est l'entité engineering du groupe, on détient aujourd'hui à peu près 90% des brevets du groupe Veolia. Vous retrouvez ici l'implantation de nos différentes business units. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, on a très tôt été confronté à des problématiques d'interconnexion de BU et d'accès aux applications. Sachant que nous avons aujourd'hui un portfolio d'applications qu'on appelle Application Corp assez important. Et quand il faut donner accès à ces applications à des utilisateurs qui sont par exemple à Sydney alors que les infrastructures sont hostées en France, ça peut être un challenge en termes de performance applicative. Donc le cloud pour nous, ça a été quand même une évidence. Et ce qui nous a aussi conduit à aller vers le cloud, c'est entre autres la capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle. On s'est dit tout de suite que si on avait la capacité à rapprocher la donnée de l'utilisateur, déjà ça allait grandement solutionner pas mal de nos problèmes. Et en même temps, on est quand même dans une entreprise qui est technologique, comme je le disais. On a beaucoup d'ingénieurs chez nous. Et donc ça nous permettait de répondre plus facilement à des initiatives digitales venant du business. Autre problématique qu'on a réussi à adresser, comme je pense que vous avez tous la même problématique, nos financiers n'aiment pas trop qu'on fasse des CAPEX sur l'IT et préfèrent réserver les CAPEX sur le business, ce qui est tout à fait logique. Donc le passage du mode CAPEX au mode OPEX, notamment permis par le cloud, a grandement solutionné et nous a permis d'avancer sur ces projets. Autre point qui nous a attiré, c'est que le cloud, pour nous, c'était aussi la possibilité de faire progresser nos équipes et de les embarquer dans un programme plutôt fédérateur autour de la transformation IT de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a démarré depuis 2014 et on a maintenant quelques années d'expérience derrière nous. Donc notre chemin a été comme il l'est souvent. Donc on est parti d'infrastructures on-premise pour aller vers du IaaS, puis du PaaS. Et si on peut, notre objectif est plutôt d'aller vers des applications cloud natives et du serverless, bien évidemment. Pour ça, il faut qu'on embarque un peu tout le monde. Donc, je vous parlais des applications corporate et je vais venir un petit peu plus dans le détail par la suite. Mais on a aussi des IT en BU et donc il faut les embarquer. Donc, raison pour laquelle l'année dernière, on a lancé, avec l'aide de nos RH, un programme qu'on a appelé IT Managers 2.0. L'idée là, c'était de faire comprendre au management de la nécessité de faire progresser les IT, de la nécessité aussi de voir les IT autrement et de les utiliser autrement. À savoir que nos IT en région, pour beaucoup, s'occupent des commodités. Ce n'est pas péjoratif, mais je pense qu'aujourd'hui, s'occuper des imprimantes, s'occuper du poste de travail, ça n'a plus réellement de valeur ajoutée pour une entreprise. Donc, raison pour laquelle nous, on a communiqué en interne en expliquant qu'au sein de VVT, on n'avait pas forcément besoin d'IT. On avait besoin d'IT qui connaissent le business. Et pour le coup, nous les avons. Et donc, il était important de capitaliser sur ces connaissances et donc d'embarquer ces IT au sein notamment du programme IT Managers 2.0 en les formant pour qu'ensuite l'entreprise s'y retrouve. Il est quand même plus intéressant pour une entreprise de valoriser ses salariés et d'utiliser ses salariés pour se transformer. Donc ça, c'était le gros volet IT Managers 2.0.
Pour revenir un petit peu plus dans le détail sur ce que nous avons réalisé, donc je vous disais, nous sommes partis en 2014. Deux choses ont été faites très rapidement. Déjà, on a décidé d'embarquer toutes les équipes dans cette transformation. On n'a pas voulu avoir une équipe dédiée en charge de la transformation. Donc, on a bien évidemment mis en place un programme de formation important. On a aussi créé 2 positions. Donc, la première, c'est Cloud Transformer, qui est d'ailleurs dans cette salle, et qui avait, donc c'est un poste transverse, qui avait pour vocation d'aller challenger toutes les équipes Corp dans leur transformation cloud, puisqu'on a demandé à chaque porteur d'application côté IT de prendre en charge sa transformation. Et le deuxième poste que nous avons créé, c'est le poste de Digital Manager. C'est un poste que l'on voulait créer pour nous permettre de nous rapprocher du business et comprendre les besoins business. Donc on se préparait à la transformation digitale de l'entreprise. Une des choses qu'on a aussi réalisées tout de suite, c'est la renégociation de notre contrat chez notre hoster. On avait un contrat au mètre carré, comme beaucoup de contrats de hosting, et on l'a transformé en contrat à la baie. L'idée derrière ça, c'était d'en partie financer notre transformation. À chaque fois qu'on décommissionne des serveurs dans une baie et qu'on retire une baie, l'idée c'était de ne plus la payer. Donc ça a été des négociations assez longues, mais pour le coup on a réussi. Et puis comme je vous le disais, on a mis en place un programme de formation, donc architectes, SysOps, DevOps, de toutes les équipes infrastructures telles qu'elles étaient, l'équipe ERP, des premières équipes qui avaient été identifiées comme étant les premières à être transformées, l'équipe intranet entre autres. Et puis bon, on a utilisé bien évidemment tout ce qui est mis à disposition par Amazon, notamment les Quick Labs, parce que c'est des choses qui sont importantes. En 2015, on a continué notre plan de formation. Sauf que là, on avait quand même un petit peu d'expérience. Et puis, on a décidé de migrer des applications, notamment l'application intranet. Alors, intranet, pourquoi ? Il se trouve que c'est un intranet sur lequel on hébergeait aussi des sous-intranets appartenant à nos régions. Et comme je vous le disais, on avait des problèmes d'accès et de performance pour accéder à ces applications. Donc, on s'est dit que c'était l'application qui était le plus éligible au cloud, donc en permettant d'avoir une partie ou les sous-intranets au plus près des utilisateurs. Donc pour le coup, ça a bien fonctionné, on en est content, mais bon, comme l'intranet était sur une vieille techno, on a décidé de le changer, donc l'année prochaine, on sera sur autre chose, une autre techno. Mais ça nous a aussi permis de nous rendre compte que on avait toute capacité à faire ce type de transformation et de migration. On a revu bien évidemment le réseau, puisque dès lors que l'on transforme les applis, qu'on migre toutes ces applis dans le cloud, on partait d'un réseau qui était essentiellement sur du MPLS. On va dans le cloud, donc le mieux c'est quand même d'utiliser les technologies de l'Internet, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on a revu complètement aussi le design du réseau. L'année dernière, donc l'année 2016, on est en 2018, l'année 2016, on a continué nos programmes de transformation. On a migré notamment notre ERP, on a migré aussi notre data warehouse, les sites de e-commerce et des applications RH. On a continué aussi nos programmes de formation, bien évidemment, mais là, cette fois-ci, on a aussi mis en place des programmes de formation plus personnalisés pour les équipes qui allaient être dédiées à une transformation future qui était jugée un peu complexe, ce qui est un peu le cas de l'ERP, par exemple. Et puis on a créé deux nouvelles positions. Notre Digital Manager est devenu notre CTO. Et puis au regard des nouveaux contrats que l'on passait avec des gros providers, on a maintenant une équipe qui s'occupe de gérer la partie contractuelle. On avait un mode de gestion des contrats qui était très technique. Donc là, on a intégré une notion plus juridique, je dirais, dans la gestion des contrats. Et puis, chose importante, on a fait notre premier Game Day. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce que c'est, mais l'idée, c'est de réunir deux équipes. Une qui va devoir, entre guillemets, casser une application, au moins la stresser, et puis l'autre qui va devoir essayer de la remonter. Donc ça s'organise, on a organisé ça avec un des partenaires d'Amazon, qui est aussi un de nos partenaires des 2SI. C'était très intéressant, et le retour des équipes
Aujourd'hui, on ne conçoit pas la migration d'une grosse application sans les game days organisés dans la foulée. Parce que c'est un vrai complément à la formation et c'est un vrai complément à la migration de l'application. C'est notamment pendant les game days qu'on s'est rendu compte des petites lacunes que nous avions dans le design notamment, ou de comment on avait la capacité d'améliorer en automatisant un maximum d'actions. Donc les game days, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je le recommande fortement. Et puis en fin d'année 2016, on a aussi réorganisé l'équipe infra. Il se trouve qu'on avait migré à peu près 50% de notre portfolio applicatif et que les équipes nous ont remonté des problématiques pour, un, continuer de gérer la transformation et deux, assurer les opérations autour des applications qui avaient déjà été migrées et celles qui ne l'étaient pas encore. Donc cette fois-ci, on a réparti les équipes infra en trois. Une partie qui a continué de s'occuper de l'intégration et de l'opération. Une autre qui, elle, a pris en charge la fin de la transformation avec un objectif très clair, à savoir la fermeture de notre data center à la fin de l'année 2018, ce qu'on va faire puisqu'on est dans les temps. Et puis une troisième équipe qui, elle, a pris en charge l'accompagnement de nos IT managers en BU. On va y venir par la suite puisque c'est un programme que nous lançons depuis la fin de l'année dernière. En 2017, l'évolution de l'organisation s'est faite autour de l'équipe transformation qui, après avoir migré plus de 80% de notre IT Corp, on l'a transformée en équipe DevOps pour commencer déjà à insuffler ce nouveau mode de fonctionnement dans nos équipes. Et puis on a fusionné aussi les équipes qui étaient en charge des opérations avec les équipes en charge de la performance applicative et de la sécurité. En fait, on s'est rendu compte que de tous les tickets que l'on recevait, de tous les incidents de niveau 2 étaient essentiellement des incidents de sécurité et les incidents de niveau 3 étaient plus des incidents liés à la performance et donc liés plus au design et pour lesquels il fallait de l'expertise, notamment sur la partie réseau. Le programme formation, lui, a continué, sauf que cette fois-ci, on est passé à une étape supérieure, parce qu'on lance les programmes de certification. On a d'ailleurs des personnes certifiées dans l'équipe, on en est très fiers. On continue bien évidemment les Game Day, comme je vous le disais. On a fait notamment réaliser le Game Day sur notre Data Warehouse. C'était là aussi très instructif. Et on a continué notre programme de migration en migrant des applications de finance, une grosse application de finance pour laquelle d'ailleurs on est en train de terminer l'organisation du Game Day avec D2SI qui va avoir lieu juste après les vacances d'été quand tout le monde sera revenu en pleine forme. Et on a lancé notre programme de cloudification de nos BU. Donc on a commencé un peu par opportunité par nos BU en France. Il se trouve que 2 de nos grosses agences en région parisienne devaient déménager pour revenir sur le campus du siège là où nous sommes. Donc nous avons profité de cette occasion pour migrer les infrastructures et les applications de ces 2 agences directement chez Amazon. Donc là on a été accompagné par un autre partenaire qui s'appelle GFI. On a fait la même méthode que pour les équipes corp. On a commencé d'abord par former nos IT managers, parce que l'idée, c'était quand même que la migration soit réalisée par les équipes en charge de l'IT de ces agences. Comme je le mets en bas, on voit l'évolution du design. On est passé de la V1 à la V4. Le design est en perpétuelle évolution, du fait, entre autres, de l'intégration des différents services offerts par Amazon année après année. Donc ça a un impact sur le design, parce que ça apporte toujours des services supplémentaires et dans certains cas, ça permet même aussi de réduire les coûts. Donc c'est la raison pour laquelle le design est en perpétuelle évolution. En ce qui concerne nos agences, nos business units, donc on a lancé ce programme de transformation, de migration. Sur l'année 2018, pour toutes les entités et toutes nos agences qui sont à l'étranger, on a lancé un programme d'évaluation, d'inventaire, aussi bien applicatif, mais aussi l'évaluation des skills, des compétences, des compétences de nos équipes pour aussi adapter le programme de formation qui va aller derrière. On est en train de revoir aussi toute la partie design, puisque là, on va ouvrir
des zones Amazon un petit peu partout dans le monde, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. On s'était essentiellement concentré en Europe. On va réadapter bien évidemment le réseau, puisqu'il va falloir le transformer et allouer beaucoup plus de bandes passantes au lien Internet, entre autres. Et puis, comme je l'aimais, on va lancer, de la même façon que pour les équipes corporate, on va lancer notre programme de formation, architecte, SysOps, DevOps, le classique, sachant que tous les IT en région ont déjà accès aux Quick Labs d'Amazon. 2019, pour nous, ce sera la cloudification effective de nos différentes agences. On a identifié 90 sites, les 90 plus gros sites, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 150 sites répartis dans 50 pays. Donc on démarre par les plus gros sites, ceux sur lesquels il y a un vrai effort à faire, avec un accompagnement des équipes corp, bien évidemment, sachant que les sites restants, eux, seront gérés directement par les IT en région, puisqu'ils auront déjà fait et se seront déjà occupés de la cloudification de leur business unit. L'idée aussi, c'est petit à petit de retirer toutes nos infrastructures en région, puisqu'on a un programme qui est cette fois-ci un programme groupe qui s'appelle Everest 2020, qui, entre autres, demande à ce qu'on décommissionne toutes nos infrastructures locales et qu'on devienne 100% cloud. Donc on n'aura plus de data center au sein de Veolia. Donc ça concerne aussi bien évidemment nos agences. On va, dans la mesure du possible, retirer toutes les infrastructures qui sont en local, tous les serveurs qui existent aujourd'hui dans nos différentes business units. En 2020, on va passer à un programme plutôt d'intégration continue, de transformation et d'optimisation de nos différentes applications, celles qui ont déjà été migrées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'aller plus vers du serverless, des applications cloud natives. Donc en 2020, on va s'atteler à ce qu'on ait un maximum d'applications qui répondent à ces critères-là. Et puis on va bien évidemment s'occuper de nos différentes BU, celles qui sont restantes dans notre pipe. Et puis après 2020, on aura sûrement d'autres choses à faire. Je suppose qu'Amazon aura d'autres services à proposer, donc on aura toujours pas mal de choses à faire. En termes d'organisation, on avait des points mensuels avec les différentes équipes pour présenter la roadmap et faire le suivi de la roadmap. Il y a eu un push très fort et on a essayé d'embarquer tout le monde, comme je le disais au début. Donc, il y avait des points mensuels pour qu'on sache où étaient les équipes dans leurs différentes transformations. On avait des points trimestriels aussi avec Amazon. C'était aussi avec les équipes IT du groupe, puisque le groupe a aussi choisi de partir sur Amazon. Et puis on avait des rendez-vous biannuels avec cette fois-ci dédiés équipes IT, VVT et les équipes d'Amazon. Alors tout à l'heure, Sandra parlait de sponsors. Nous, on a eu de la chance. Le sponsor de ce projet, c'était notre directeur général et notre secrétaire général. Et très clairement, ça aide beaucoup même. Ça évite pas mal de questions. C'est une très bonne chose. Après, en termes de messages, on a aussi eu des messages assez forts, qui ont notamment notre directeur général qui a expliqué que la transformation de l'IT, c'était aussi un booster de la transformation du business de VVT. Côté IT, nous, on a expliqué à notre communauté IT que c'était évident, le cloud. Il n'y avait pas de questions à se poser. Il y a eu pas mal de sujets autour de la sécurité. Je pense que c'est le cas pour beaucoup. Il se trouve que je suis rentré chez Veolia en 2009 comme responsable sécurité. Moi, le premier, ce que j'ai expliqué aux équipes, c'est qu'on ne découvrait pas les problématiques de sécurité en allant dans le cloud, qu'on les avait déjà. Donc, que l'on soit on-premise ou que l'on soit dans le cloud, on avait des problèmes de sécurité qu'il fallait les adresser et que la sécurité, c'était vraiment l'affaire de tous. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux sujets sécurité. Il y avait des sujets de sécurité et qu'il fallait les prendre en compte et faire ce qu'il fallait pour les résoudre, à minima, minimiser les risques. Autre message fort, pas de nouvelles applications non cloud. On est chez nous, on a beaucoup d'ingénieurs, comme je le disais, et l'ingénieur a cette particularité d'inventer
Donc on a expliqué que, ok, pourquoi pas, mais que les règles, c'était que ce soit plutôt sur des applications cloud. L'IT Business Partner, j'ai mis ça, c'était un message qui venait notamment de notre IT group. Nous, on a pu le vivre en fait en interne. On se rend compte, les équipes IT se rendent compte aujourd'hui qu'elles sont beaucoup plus proches du business et qu'elles ont été valorisées, parce qu'on sent vraiment qu'on est regardé différemment par les équipes business de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment très agréable et très intéressant. Et que, comme je le disais tout à l'heure, la transformation cloud, c'est l'affaire des équipes IT de l'entreprise. Nous, on a lancé un programme pour ça, qui est IT Managers 2.0, qu'il était bénéfique pour l'entreprise de s'appuyer sur les hommes qui la composent plutôt que de faire appel à de la prestation extérieure. Donc ça, c'est notre point de vue. Après, je sais qu'il y en a d'autres, mais bon, nous, on fait confiance en tout cas dans nos équipes. Et puis c'est ma dernière slide, pour rappeler un peu les services Amazon. De 2014 à 2015, on avait des calls hebdomadaires avec notre TAM. Ensuite, on avait aussi des points hebdomadaires en interne et avec les équipes des 2SI, qui a été notre partenaire sur cette transformation. Depuis 2018, ce sont plutôt des points bimensuels. Des points TAM mensuels aussi, notamment pour tout ce qui est... on est vachement challengé par Amazon sur tout ce qui est sujet de sécurité, entre autres, et d'optimisation de coûts aussi, et ça, c'est très bien. Des professional services aussi, de 2014 à 2016, on les a utilisés pas mal. Et puis là, maintenant, on est plus dans un mode où on a un point trimestriel avec les équipes corp sur la transformation. En partenaire, je vous les ai cités, on a des 2SI, et puis on a GFI aujourd'hui qui est en charge notamment de la cloudification de nos BU, et des 2SI qui nous accompagnent toujours pour tout ce qui est, entre autres, l'organisation des Game Day. Voilà, merci pour votre attention. Merci Serge. Comme vous voyez, un programme de longue haleine et qui n'est pas encore terminé, mais voilà, qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui. Je voudrais conclure par quelques petits mots sur le support AWS, dont je fais partie, comme je vous le disais. On a différents niveaux de support selon vos besoins, des besoins plus distants si vous êtes juste en phase de test, des besoins où on est plus rapproché de vous et aussi où on a des temps de réponse meilleurs quand vous avez des applications critiques. Serge vous parlait de Technical Account Manager, c'est pour notre niveau Enterprise Support. On a des outils en self-service, c'était dans le slide de Serge aussi, Trusted Advisor. Donc Trusted Advisor, c'est un outil qui vous permet de faire des checks sur plusieurs volets, dont l'optimisation des coûts, la performance opérationnelle, la sécurité, les limites de service. Sur l'optimisation des coûts, on a, depuis sa création, envoyé à nos clients plus de 2,6 millions de vérifications qui ont permis de faire économiser plus de 360 millions de dollars. On est un des rares acteurs de l'IT qui proactivement fait baisser la facture de nos clients. Et puis, on a une équipe francophone désormais qui adresse en français les clients français qui ont le plus de mal avec l'anglais. Et ça nous permet de nous rapprocher de ces clients-là. On répond par mail, chat, phone, téléphone, pardon, en français, donc en français. Pour conclure, vous avez dû peut-être déjà entendre dans la journée depuis décembre dernier, nous avons une région en France. Je vous disais, une région, c'est une zone où on a 3 zones de disponibilité constituées par minimum 3 data centers, isolées physiquement de façon à ce que la zone soit la plus fiable possible. Et donc, vous pouvez, grâce à cette région, être certain que vos données ne quittent pas la France, ce qui est parfois une contrainte pour vos business. Enfin, on parlait de formation. Voilà le programme des prochains événements. Je voudrais juste revenir sur l'Awesome Day, qui est une journée de formation gratuite, ouverte à tous. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et la prochaine a lieu le 13 juillet. Vous pouvez faire découvrir pour vous et pour vos équipes l'ensemble de l'offre d'infrastructure d'AWS et donc pouvoir onboarder dans ce voyage vers le cloud.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée.